bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on retrouve notre spécialiste crypto David BLD. Bonsoir David. Salut Denis, salut à tous. Donc on va finir un peu notre présentation, enfin ta présentation sur les cryptos ce soir. Et on va parler des exchanges décentralisés, c'est ça? Exact, on aborde ma partie préférée avec D'accord. la vraie partie décentralisée de la blockchain et du trading sur blockchain. Ok. Euh, je commence du coup? Oui, oui, vas-y, vas-y. Allez, alors du coup, on commençait, je voulais juste présenter les portefeuilles crypto, ce qu'on avait vu juste avant le trading sur exchange centralisé, donc sur Kraken, sur Binance. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez des cryptos sur un exchange centralisé, elles vous appartiennent pas réellement. C'est comme un peu quand vous avez des actions chez votre broker. Votre broker peut faire faillite. Bon, il y a quand même des sécurités, mais elles seront pas directement à vous. Donc, pour pouvoir contrôler vos coins ou vos tokens, hein, coin token, hein, encore une fois, c'est toujours la même Mhm. chose. Il faut pour ça posséder ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille sur la blockchain. Pour ça, on va transférer, une fois qu'on a acheté sur Kraken, sur Binance, on va transférer nos tokens depuis l'exchange via la fonction de retrait, withdraw. Je mets les termes en anglais, hein, Mhm. puisque les sites sont souvent en anglais. Et une fois transféré, donc enfin pendant le transfert plutôt, on va indiquer notre adresse, hein, notre adresse publique. Et une fois transféré, les cryptos nous appartiennent, on a le contrôle total dessus. Mais quand on a le contrôle, on est aussi entièrement responsable de son portefeuille et de son accès. Donc, faut savoir quand même que ça peut être dangereux parce qu'une perte, ça sera définitif. Hein. Il n'y a pas de SAV sur la blockchain. Personne Mhm. ne pourra retrouver votre accès si vous le perdez. Pour ça, on a deux types de portefeuilles. Donc, le plus sécurisé, ça va être le cold wallet ou hardware wallet. C'est en fait comme ça une petite clé, tu vois, que tu branches et sans Mhm. laquelle tu peux pas accéder à ton portefeuille. Il faut absolument qu'elle soit branchée pour que tu accèdes à ton portefeuille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un stockage à froid. Tant que ta clé n'est pas connectée, il se passera jamais rien sur ton portefeuille. Donc ça réduit un peu le risque de hack puisque tu as un accès forcément physique. La plus connue, vous avez l'image ici, c'est le Ledger Nano Mhm. qui peut stocker du Bitcoin, de l'Ethereum et au moins une dizaine, quinzaine d'autres crypto-monnaies différentes. Ok. Voilà. En plus simple d'accès, on va avoir le software wallet. Alors c'est bien pour commencer ou si vous n'avez pas trop d'argent dessus. C'est un portefeuille qui est juste logiciel sur l'ordinateur. C'est un logiciel. Donc l'accès là, il est contrôlé par le logiciel et le logiciel, il a un système de récupération quand même avec une seed phrase, donc une phrase clé qui permet de retrouver ses accès en cas de perte. Il faudra la sauvegarder. L'accès, en fait, véritablement sur la blockchain, il se fait via la clé privée, ce qu'on appelle la clé privée. Donc, on a toujours sur un portefeuille crypto une clé publique qu'on donne aux gens et une clé privée qui nous permet d'accéder à notre logiciel, enfin à notre portefeuille, pardon. Mhm. Quand on possède sa clé privée, bah, ça permet de changer de wallet. Par contre, attention, c'est beaucoup plus risqué parce que si quelqu'un y a accès, il a accès complet au portefeuille. Hein, la clé privée, c'est ce qu'il faut surtout pas, ce qui ne doit surtout pas atterrir dans les mains de quelqu'un d'autre. Ok. Voilà, j'ai mis en dessous les wallets les plus connus. Moi, mon préféré, c'est MetaMask. Donc, il est seulement sur la blockchain Ethereum. Et comme c'est là que tout se passe, surtout en ce moment, et c'est la plus intéressante, on va dire, sur ses fonctions. Voilà, MetaMask sur la blockchain Ethereum, c'est un peu la référence. On a aussi le portefeuille Jax, ça c'est sympa, c'est un portefeuille mobile qui permet d'avoir plusieurs cryptos sur plusieurs blockchains, de l'Ethereum, du Bitcoin, d'autres blockchains aussi. Hein, je sais plus combien il en fait exactement, mais voilà, ça c'est plusieurs wallets en un et tout est accessible depuis le mobile. Et le dernier, je l'ai mis, mais bon, j'aime de moins en moins puisque c'est le Trust Wallet qui a été racheté par Binance et qui a Mhm. tendance à proposer beaucoup plus les produits Binance. Donc, voilà, si vous utilisez beaucoup Binance, c'est bien, mais sinon je lui préfère largement MetaMask pour D'accord. Ethereum en tout cas. Ce qui nous intéresse, les exchanges décentralisés. Donc, on a vu sur la dernière vidéo comment faire du trading sur une plateforme, un exchange centralisé. L'exchange décentralisé, lui, c'est ce qui se rapproche beaucoup plus de l'esprit de la blockchain, puisqu'il automatise complètement ou au maximum, on va dire, le trading à part les smart contracts. Smart contracts, on en a parlé à la première vidéo, c'est du code qui s'exécute sur la blockchain. Hein. Mhm. La plupart du temps sur la blockchain Ethereum, d'ailleurs. Donc, les smart contracts, ça apporte par rapport à un exchange centralisé plus de transparence. La transparence est plus élevée parce que justement le code il est visible, il peut être audité.
Donc on ne doit faire confiance qu'au code, on n'a pas besoin de faire confiance à un intermédiaire, on va dire. La liquidité, par contre, elle va être fournie par les utilisateurs eux-mêmes sur ces exchanges, hein, puisqu'il n'y a pas un broker, un intermédiaire entre deux qui fournit cette liquidité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un exchange complètement décentralisé ou même entièrement décentralisé aujourd'hui. On a plusieurs critères qui définissent si c'est plus ou moins décentralisé, comme le contrôle du créateur de l'exchange sur son exchange, l'anonymat, parce que c'est aussi un des critères principaux sur la blockchain, c'est que l'utilisateur puisse rester anonyme. La détention elle-même des tokens, c'est-à-dire est-ce qu'on doit déposer sur l'exchange ou est-ce qu'on peut le faire directement avec ces tokens, et la gestion des ordres et du carnet d'ordre. Voilà, il y a d'autres critères encore, mais ceux-là c'est les principaux. On a eu une première génération d'exchanges décentralisés qui l'était finalement à moitié, semi-décentralisés, mais ça nous a apporté beaucoup quand même. Moi, EtherDelta, j'ai beaucoup apprécié. Ça fonctionnait avec un carnet d'ordre encore comme aujourd'hui, mais il fallait déposer, si tu veux, ces tokens, ces jetons, sur le smart contract avant de pouvoir les trader, hein, les échanger contre d'autres. Donc elle était un peu lente, c'était imparfait, un peu lent et surtout encore trop contrôlé parce que le carnet d'ordre, c'était quand même un programme qui était hébergé sur un site web qui n'était pas sur la blockchain. La deuxième génération ensuite est arrivée aujourd'hui et est complètement en train d'exploser. J'en ai mis plusieurs. Je vais juste vous parler d'Uniswap parce que c'est le plus connu et qu'on n'a pas énormément de temps. Uniswap, c'est la référence du moment des exchanges décentralisés. C'est extrêmement liquide. D'ailleurs, on voit un petit peu sur la figure de droite le boom des exchanges décentralisés, hein, avec en 2020, sur les 3 derniers mois, on est en millions de dollars, donc on est sur le dernier mois, on est à quasiment 25 000 millions, donc 25 milliards de dollars sur les exchanges décentralisés, ce qui devient énorme quand même, hein. Et finalement le dernier, mais qui est un type d'exchange un petit peu à part, c'est pas vraiment des exchanges, mais ça permet de faire ce qu'on appelle du cross-chain swap. Donc c'est de swapper ces tokens, d'échanger ces tokens entre deux blockchains différentes. Parce que qu'un exchange comme Uniswap, il va faire que sur la blockchain Ethereum. La plupart des tokens sont dessus, hein, mais on pourra pas échanger de Bitcoin avec des Ethereum sur Uniswap. Sur un site comme Changelai, on va pouvoir échanger des Ethereum contre des Bitcoins. Voilà. Ok. Pour illustrer tout ça, du coup, j'ai pris une petite photo d'Uniswap. Vous voyez, donc il se connecte à notre portefeuille. Là, c'est mon portefeuille MetaMask, hein. C'est une petite extension des navigateurs, de Firefox, de Chrome, de Brave, tout ce que vous voulez. Et là, je veux échanger en fait 0,1 Ethereum contre des DAI. Et lui, il me calcule automatiquement le montant de DAI estimé que je vais recevoir. D'accord. J'ai aussi le minimum à recevoir parce qu'entre le moment où je clique et le moment où la transaction s'exécutera, il peut y avoir une petite différence. Donc je vois que si je clique maintenant, j'aurai quand même ce minimum assuré et normalement je devrais avoir ça. D'accord. Quand je clique sur Swap, en fait, il m'ouvre mon petit MetaMask, hein, la petite extension, et il me dit combien je vais payer la transaction, donc les 0,1 Ethereum que j'ai mis ici pour acheter mes DAI et mes frais de transaction, puisqu'on a dit sur la première vidéo, il y a toujours des frais de transaction sur la blockchain. Voilà, juste petite histoire pour les frais de transaction. Là, j'étais à 1,20$ pour des frais. C'est raisonnable sur la période, mais c'est extrêmement élevé. En 2017, on pouvait avoir des transactions pour moins d'1 centime. Donc c'est très frustrant en ce moment. Mais bon, on fait avec. J'ai cliqué, mon exchange se fait, et là je reviens sur mon explorateur de blockchain, hein. Là c'est mon site Etherscan, on l'a vu aussi sur la première vidéo, pour explorer ma blockchain. Donc je retrouve mon identifiant de transaction ici, le bloc dans lequel ma transaction a été minée, hein. Là c'est mon adresse, et le smart contract en fait d'Uniswap que j'ai appelé en fait tout simplement pour transférer, pour swapper mes Ethereum ici vers des DAI. Hein, donc on voit swap de 0,1 Ether vers 37,47 DAI. Voilà, je retrouve la valeur de ma transaction globale et les frais que j'ai payés de transaction. Donc vous voyez, il m'avait dit 1,10$, finalement j'ai payé que 82 cents. D'accord. Voilà. À la fin en dessous, c'est le prix pour la transaction. On verra ça peut-être plus tard. Ça serait un peu compliqué d'en parler maintenant. Ensuite, les stablecoins.
on a déjà aussi sur la première vidéo fait une petite allusion à ces stablecoins. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est un des problèmes principaux des crypto-monnaies, c'est leur volatilité. Hein, pour l'adoption dans la vie de tous les jours, c'est compliqué d'avoir des références avec du Bitcoin, avec de l'Ethereum, parce que la valeur varie sans cesse par rapport à ce que nous on utilise comme monnaie, c'est-à-dire l'euro, le dollar. Donc un stablecoin, lui, il vise à reproduire la valeur d'une monnaie fiat, hein, de l'euro, du dollar, surtout du dollar, mais sur la blockchain. D'accord. Donc on va avoir des coins qui valent normalement quasiment $1 en permanence. Donc ça permet de démocratiser les crypto-monnaies pour les utiliser comme des monnaies fiduciaires, comme des fiat, pour l'échange et le paiement de services. Et ça donne aussi accès au trading décentralisé avec donc un meilleur contrôle de la volatilité parce qu'on reste dans la référence qu'on connaît, qu'on utilise, c'est-à-dire nos euros, nos dollars. Les stablecoins, on va avoir deux types, les stablecoins centralisés. Donc ceux-là, comme ils sont centralisés, ils sont en théorie couverts par la détention de fiat d'une entreprise, c'est-à-dire l'entreprise Tether pour le plus connu, l'USDT. Il faut en théorie, ils ont quasiment tous les fonds qui permettent que quand ils créent 10 000 USDT, eh ben, ils ont 10 000 dollars derrière. D'accord. Dans la réalité des faits, ils en ont plutôt que 75%. Donc il y a quand même un petit risque là-dessus. Après, il y en a quand même des milliards et des milliards en circulation, donc le risque il est pondéré par le volume en circulation. Et on va avoir, à côté de ces stablecoins centralisés, on va avoir des stablecoins décentralisés, donc qui existent que sur la blockchain, et qui sont couverts, eux, comme on n'a pas de dollars, parce que la blockchain ne connaît pas les dollars, et ils vont être couverts par la détention d'autres crypto-monnaies par un système de dette collatéralisée. Alors, pas la peine de se faire peur avec ce terme, vous le verrez plus tard, le CDP, Collateral Debt Position. En fait, ça permet simplement de dire à un utilisateur qui a, par exemple, des Ethereum, de dire je vais bloquer pour $100 d'Ethereum et comme ça, je vais créer des stablecoins comme le DAI. Je vais en obtenir moins parce que forcément, il faut pouvoir garantir que le stablecoin est packé, donc est couvert par quelque chose de réel derrière. Donc, je vais mettre pour $100 d'Ethereum, je vais avoir pour alors le DAI, je sais plus combien c'est, mais l'équivalent de peut-être $50 en DAI. Okay. Mais $100 d'Ethereum, il reste là, il reste bloqué. Et d'ailleurs, je gagne, on va le voir juste après, un petit peu de frais tout le temps dessus. Mais ils m'ont donné que $50 de DAI que je peux utiliser. Et ça permet de garantir que le coin sera stable et va pas s'effondrer. D'accord. On a aussi le réseau Synthetix pour ceux qui veulent pousser. Lui, il va encore plus loin dedans. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon on va perdre tout le monde. Mais c'est très intéressant ce qu'ils font. Et pour finir, le niveau, on va dire, le plus haut de la finance décentralisée aujourd'hui, ce qu'on appelle la DeFi, la Decentralized Finance, c'est ce qu'on appelle le yield farming. Donc aujourd'hui, la technologie en fait des exchanges décentralisés, on a vu les premiers qui faisaient des carnets d'ordre, mais les nouveaux, en fait, ça a permis de faire émerger la technologie des market makers automatisés, qui va faire en fait l'équivalent d'intermédiaire et fournir la liquidité pour que les trades se passent le plus rapidement possible. Et c'est très rapide, honnêtement, aujourd'hui. Donc, le carnet d'ordre, il faut voir, c'est remplacé par un autre concept qui est un pool de liquidité où des utilisateurs, ils déposent leur coin, en fait, pour fournir la liquidité, pour faire des trades. Donc, ces utilisateurs, ils peuvent, du coup, être fournisseurs de liquidité. Donc, toi et moi, on peut l'être. Il y en a énormément qui font ça aujourd'hui en bloquant leur token. Ils font ce qu'on appelle du staking, ils bloquent leur token et ils récoltent un retour en frais de transaction. Donc ça leur permet eux de faire, c'est un livret A amélioré parce qu'il y en a qui vont très très haut. On peut avoir des taux qui montent à 10, 20, 30, 40% annuels. Attention ce qu'on bloque, parce qu'on va bloquer un coin qui est volatile. Donc forcément, s'il baisse, on va récupérer quelque chose qui est moins intéressant. Voilà, et finalement, tu le bloques pour le temps que tu veux ou tu peux le reprendre quand tu veux ou tu as un contrat Ouais, généralement, c'est le temps que tu veux. Alors, il y en a qui fonctionnent par durée aussi, mais tout ça, c'est automatisé. Donc, au moment où on les bloque, en fait, on choisit selon ce que propose l'exchange, mais on choisit les modalités et généralement, sur Uniswap, c'est pas bloqué, par exemple.
Ok. Hein. Mhm. Donc on peut les retirer quand on veut, ça fait qu'il y a moins de liquidité, mais voilà, on peut revenir évidemment quand on les retire, on n'a plus d'intérêt dessus. Et la dernière activité la plus à la mode, mais qui est quelque chose où là on va sur quelque chose de très complexe, ou que je recommande pas vraiment d'utiliser sans avoir vraiment lu beaucoup dessus, c'est ce qu'on appelle le yield farming, l'agriculture de rendement. Et ben oui, pourquoi? Parce que ce pool de liquidité et les frais qu'on gagne dessus, en fait, on peut les réinvestir derrière en les mettant dans d'autres pools de liquidités. Donc en fait, il y a des utilisateurs qui vont s'amuser à faire ça, à bloquer des tokens pour obtenir des comment dire des récompenses, hein, des retours Mhm. sur les frais de transaction, et en plus obtenir, parce que quand tu bloques des tokens, tu as aussi un token en retour, si tu veux, en gros, qui te donne la preuve que tu as bien bloqué ces fonds-là. Sauf Mhm. que ces tokens-là, eh ben, il y en a qui se sont mis à les échanger et du coup à les Oh. rebloquer pour en faire autre chose. Donc tu vas faire des chaînes comme ça de blocage pour faire un rendement maximum comme en agriculture. Voilà comment ça se Mhm. passe. Le petit mème ici, il est très marrant pour montrer à quel Mhm. point c'est compliqué. Certains se cassent la tête pour avoir le meilleur rendement possible. Mais ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut surtout savoir, en fait, c'est pas ne pas oublier, ce qui est très peu connu et mal maîtrisé, c'est le risque de ce qu'on appelle les pertes impermanentes, pardon, les impermanent loss. Parce que quand on fournit de la liquidité, c'est pas neutre, on fournit toujours des paires de liquidité. Hein. Tu vois, dans le schéma ici, l'utilisateur fournit 10 Ethers, 10 Ethereum, ouais, 10 Ethers pour 1000 BNT. Sauf que quand le prix varie, eh ben le pool, lui, il faut qu'il s'équilibre automatiquement. Mhm. Hein. Donc pour l'équilibrage de ce pool, il faut toujours qu'il ait la même valeur dans un token que dans l'autre, hein, qu'il ait le même équivalent, on va dire. Donc quand ça arrive, quand il y a une variation ici, par exemple sur le prix de l'Ethereum, il était à 1000, il passe à 1200, et ben il va y avoir une opportunité d'arbitrage. D'accord. Donc il y a un arbitre qui va arriver, qui va dire bah moi en fait je t'équilibre ça en mettant plus de liquidité sur le deuxième token, voilà, parce que l'Ethereum vaut plus, donc le BNT il faut qu'il tu as besoin que ton pool vaille plus. Donc moi je vais t'augmenter là les BNT, mais je vais prendre une partie de l'Ethereum qui sera retournée. Mhm. Voilà. Du coup, ça amène ce qu'on appelle les pertes impermanentes, parce que on va récupérer, si on sort à ce moment-là, quand la valorisation a bougé, eh ben on va récupérer plus d'une valeur que d'une autre. Et ça, il y en a énormément qui sont bloqués aujourd'hui et qui n'ont pas encore réalisé ce qu'ils vont récupérer, je pense, de leur pool de liquidité. Donc, un conseil, si vous allez sur la fourniture de liquidité, sur le yield farming, lisez beaucoup avant de vous aventurer là-dedans. Ok. Bah, Et très voilà, c'est tout ce que je intéressant, voulais. David, hein. Merci pour tout, hein. Bah, avec plaisir. J'espère que j'aurai pas perdu tout le monde, mais sur la fin, c'est assez compliqué, hein. D'accord. C'est, ces notions, en espérant que ça donne envie au moins à ceux qui s'y intéressent de faire du trading décentralisé, parce que cette partie-là, elle est vraiment très simple. Ouais. Bon, c'est super intéressant d'avoir quelqu'un d'expert comme toi en crypto dans notre communauté. Bon, Ouais, ben, c'est un grand groupe. on se voit rapidement alors, David. Avec plaisir. Bonne soirée, Denis. Merci, bonsoir. Salut.